Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce quatrième webinaire de l'année sur le sujet des IA génératives. Alors, comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui, nous allons aborder des aspects un petit peu plus, on va dire, négatifs de ces formidables outils que sont les IA génératives. Successivement, Laure, responsable juridique du CETIM, puis Fanny et Jérôme de l'équipe veille du CETIM, aborderont un certain nombre de points qui font partie des sujets que vous aviez relevés lors des précédents webinaires. Donc, on parlera des aspects juridiques, de la confidentialité. On parlera ensuite des biais et des hallucinations que vous pouvez rencontrer quand vous utilisez une IA générative et comment éviter ou limiter en tout cas ces biais et ces hallucinations. On parlera ensuite de l'impact environnemental des IA génératives. Et pour finir sur une note un petit peu plus positive, Fanny vous montrera, notamment à travers des vidéos, les dernières nouveautés des grands outils, des grands acteurs des IA génératives mondiaux, avec des vidéos assez bluffantes pour finir notre webinaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à partir de 11h45, là, dans la dernière partie de ce webinaire. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Laure sur ces aspects juridiques. À toi, Laure. Bonjour à tous. Donc, Laure de Collonjon, je suis la responsable juridique du CETIM et il m'a été demandé de vous faire une petite présentation donc assez générale, pour ne pas dire très très générale, sur les aspects juridiques, sur l'utilisation de l'IA et la confidentialité qui reste un sujet qui est très important pour tous ceux qui pratiquent un petit peu l'IA. Alors, un point assez rapide donc sur la réglementation. Je pense que tout le monde a entendu parler de l'IA Act qui est entré en vigueur donc qui a été adopté au mois de mars 2024. C'est un document qui reste encore assez général et pour lequel on attend encore un certain nombre de précisions. En France, on a également un droit commun qui s'applique, donc principalement le code civil et le code de la propriété intellectuelle et beaucoup de discussions qui sont actuellement en cours au niveau national et européen pour avoir des textes un petit peu plus précis, notamment ce qui va concerner la responsabilité du fait de l'IA. Et là, on couvre un petit peu plus les produits que les industriels peuvent fabriquer et qui intégreraient de l'IA. Alors, on va discuter rapidement donc de l'IA. Il y a deux sujets principaux d'un point de vue juridique en ce qui concerne donc les résultats que vous pouvez obtenir grâce à l'IA, la protection qui peut être accordée à ces résultats, donc deux axes de réflexion. Premièrement, au niveau du droit d'auteur et celui qu'on verra juste après au niveau du droit des brevets. Donc, en ce qui concerne le droit d'auteur, la question qu'on nous a posée assez régulièrement, c'est un contenu généré par une intelligence artificielle. Donc, le contenu, c'est ce qu'on appelle l'output. Est-il protégeable par le droit d'auteur? Alors, en France actuellement, le droit d'auteur ne peut profiter qu'aux personnes physiques. Donc, un résultat purement créé par IA, a priori, ne semble pas être protégé par ce droit. Vous aurez accès aux slides, donc je ne vais peut-être pas vous les lire, c'est pas forcément très intéressant. Le sujet, c'est que vous consultez une IA, un outil d'IA, vous lui posez une question, le résultat qui est produit par cette IA n'est pas protégeable en l'état par le droit d'auteur. Par contre, si vous retravaillez le résultat que cette IA vous a produit, ce qu'on va appeler une modification substantielle, dans ce cas-là, on pourrait envisager une protection au titre du droit d'auteur. Pour l'instant, ça reste une appréciation qu'on va appeler très subjective. Je ne vais pas pouvoir vous dire s'il faudrait qu'il y ait 70% du résultat qui ait été retravaillé ou seulement 50%. C'est une appréciation assez subjective, mais ça pourrait être envisageable. Pour l'instant, comme vous vous en doutez, on n'a pas encore beaucoup de recul au niveau jurisprudence, donc au niveau des décisions qui auraient pu être rendues par les tribunaux à ce sujet-là. Euh, donc, pour simplifier, on a envisagé deux hypothèses. Premièrement, vous rédigez un prompt court, peu élaboré. Vous posez une question assez générale à l'outil. Le résultat n'est pas protégeable en l'état, le résultat qui sera produit par l'IA. Deuxième hypothèse, un prompt court ou peu élaboré et derrière vous retravaillez le texte ou l'image de façon importante, on pourrait envisager une protection par le droit d'auteur. En ce qui va concerner les brevets, alors
pour cette partie-là, on va revenir sur les fondamentaux, hein. Pour qu'une invention soit brevetable, elle doit répondre en France à 3 critères: nouveauté, inventivité et susceptibilité d'application industrielle. Donc là, on ne parle pas nécessairement de l'auteur de l'invention, on parle vraiment de qu'est-ce que doit être cette invention pour pouvoir être brevetée. Par contre, lorsque vous demandez un dépôt de brevet, il faut que vous indiquiez un auteur. Il faut que vous indiquiez un inventeur de ce brevet. Et en France, ça ne peut être qu'une personne physique. Donc, vous pouvez parfaitement utiliser de l'IA pour inventer, pour découvrir un résultat brevetable. Par contre, vous ne pourrez pas mettre le nom de l'outil d'IA qui a été utilisé comme étant co-inventeur. Voilà. En tout cas, c'est l'état actuel de la jurisprudence en France. Pour en terminer, en ce qui concerne donc l'outil d'IA générative et l'exploitation des résultats. Là, la question n'est pas de savoir qui a inventé et si c'est protégeable. La question est de savoir ce que vous pouvez faire du résultat. Donc, premièrement, si vous utilisez un outil d'IA, vous référez aux conditions générales d'utilisation, les CGU. Tous les outils en ont un. Et en général, les utilisations d'utilisation que vous pouvez en faire est expliquée assez clairement dedans. Deuxièmement, bonne pratique. Lorsque vous autorisez vos salariés à utiliser de l'IA dans le cadre de leur activité, il peut y avoir des dérives. On a déjà du recul là-dessus, des salariés qui vont télécharger des documents qui ne devraient pas nécessairement être partagés avec des extérieurs. Première façon de se protéger, vous, en tant qu'entreprise, c'est mettre en place une charte des bonnes pratiques. Communiquer, former vos salariés sur l'utilisation qu'ils peuvent et doivent faire de ces outils. Petit rappel, l'employeur est responsable des faits de son salarié. Donc, si vous avez des obligations de confidentialité à l'égard de vos partenaires, de vos clients, si vous avez du savoir-faire qui est secret, que vous devez maintenir secret, la première bonne pratique, c'est de ne pas la télécharger sur un outil qui communique avec de l'extérieur. Donc, vraiment, à ce niveau-là, protégez-vous et formalisez. Il faut que vos salariés soient informés de ce qu'ils ont le droit de faire. Un dernier petit point. Normalement, les questions seront à la fin, si vous permettez. Oui, en ce qui concernait vos activités opérationnelles, dans le cadre de vos activités, pour préparer un rendu à vos clients, vous avez parfaitement le droit d'utiliser de l'IA sans avoir à en informer vos clients ou vos partenaires. Le seul point qui n'est pas abordé dans ce webinaire pour le moment, c'est si vous devez commercialiser, vendre des produits qui intègrent un outil d'IA. Là, c'est une réglementation particulière et qui est encore en cours d'élaboration à ma connaissance. Voilà pour ma partie. Merci Laure. Fanny, en complément? Bonjour à toutes et à tous. Oui, en complément, en ce qui concerne les inputs, pensez également à vérifier si l'organisme délivrant les documents à analyser accepte que ceux-ci soient traités par une IA. Par exemple, on a l'AFNOR qui a indiqué clairement dans les CGA de son outil Cobas que les documents qui s'y trouvent, dont elle détient les droits de propriété intellectuelle et de distribution, donc les normes, les livres, les métadonnées, ne doivent pas être intégrés, transmis ou absorbés dans les modèles IA. Mais ce n'est pas valable par contre pour les brevets qui sont dans le domaine public. Cette restriction, elle est liée au fait, donc, comme Laure l'a dit, que les données saisies par les utilisateurs peuvent être stockées et réutilisées pour entraîner les modèles. Évitez donc de partager le nom de votre entreprise et ne fournissez pas d'informations ou documents confidentiels ou sensibles à l'IA. Sur les versions gratuites, privilégiez la création d'un compte avec une adresse mail perso secondaire plutôt qu'une adresse pro, puisqu'ils peuvent faire potentiellement le lien entre l'extension de votre adresse et l'entreprise. Vous pouvez aussi désactiver l'enregistrement des discussions ou supprimer régulièrement votre historique de conversation, toujours sur les versions gratuites. Autre souci des IA, il n'est pas rare que celles-ci soient entraînées sur du contenu qui n'est pas libre de droit, mais accessible sur Internet sans l'accord des propriétaires du contenu. Vous avez peut-être entendu parler des artistes très touchés par ce phénomène qui manifestent pour que les développeurs d'IA n'utilisent pas leurs œuvres pour l'entraînement sans accord préalable.
sur vos pages web une solution pour protéger votre contenu revient à indiquer dans le fichier robot.txt de votre site que les robots spécifiques aux IA n'ont pas le droit de lire les données de votre site. Mais ceci fonctionne uniquement pour les robots dits éthiques, donc ceux qui lisent les fichiers robots.txt, qui sont souvent liés au modèle des leaders de l'IA comme Google, OpenAI, etc. Avec ce fichier, vous pouvez aussi choisir si certaines données en particulier peuvent être prises, si vous avez envie que votre entreprise ressorte dans les réponses des utilisateurs. Si vous êtes par exemple à la pointe d'une technologie et que vous avez envie que ce soit connu et sorti sur les IA, par exemple, vous pouvez donner l'accès. Enfin, il existe des méthodes plus offensives qui consistent à empoisonner l'entraînement. Pour reprendre l'exemple des artistes, ils utilisent le logiciel Nightshade, par exemple, pour protéger leurs illustrations et photos. Le logiciel ajoute des perturbations subtiles aux pixels des images, perturbant la perception de l'IA. Donc, vous pouvez voir à droite qu'un modèle empoisonné va produire un chat quand on lui demande un chien, par exemple. L'IA générative peut aussi faire face à des problèmes de fiabilité. Donc, tout d'abord, elle comporte des biais. On a les biais liés aux données qu'on lui fournit, qui peuvent contenir des préjugés culturels, historiques ou sociaux. Par exemple, si vous entraînez votre modèle uniquement sur des données chinoises ou sur des données américaines, vous n'aurez pas du tout le même résultat. On a également les biais de modèle, dans le sens où la manière dont les développeurs l'auront conçu ou entraîné, les consignes qu'ils vont donner à l'IA en arrière-plan, en fonction de leurs convictions, vont avoir un impact sur ses réponses. Enfin, il y a les biais d'interaction, où certaines IA vont évoluer par rapport aux interactions qu'elles vont avoir avec les utilisateurs. Donc si par exemple elle échange beaucoup avec des gens ayant des propos haineux, elle risque de faire de même par la suite. C'est ce qui s'est passé avec Microsoft Tay, qui avait été déployé sur Twitter il y a quelques années et qui a commencé à générer des messages offensants au bout de quelques heures sur la plateforme seulement. Autre exemple de biais assez connu, les systèmes de reconnaissance faciale ont plus de difficultés à reconnaître les personnes de couleur car ils ont moins été entraînés sur ce type de morphologie. Ça tend à être corrigé évidemment, mais c'est assez évocateur des soucis que ça peut causer. Les conséquences de tous ces biais sont une potentielle amplification des discriminations, une perte de confiance des utilisateurs et la propagation de fausses informations. Les IA génératives peuvent aussi inventer des faits et donner des réponses inexactes qui ne sont pas cohérentes avec les données d'entraînement ou la réalité. On appelle ça des hallucinations. Vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT qui parlait des œufs de vache ou d'Harry Potter qui fait équipe avec un brocoli magicien dans le tournoi des sorciers. Les hallucinations se produisent pour différentes raisons, soit parce que le modèle manque de données et cherche à combler les lacunes comme il peut, soit parce que la requête était trop complexe et contenait des contresens, ou encore soit parce qu'il a mal interprété la demande de l'utilisateur. Les hallucinations sont assez fréquentes, même si elles tendent à être corrigées. Par exemple, les IA juridiques Lexis et Ask Practical Law hallucinent dans 17 à 33% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Côté développeur et SI, on peut réduire les taux d'hallucination en améliorant les données d'entraînement et le prompt system, en faisant aussi du fine-tuning sur le modèle, donc c'est-à-dire qu'on va réentraîner le modèle pour l'adapter à un contexte précis et intégrer des connaissances métiers. Et on peut également combiner un moteur de recherche et un modèle d'IA à travers un RAG, que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais en gros, c'est un système qui permet de connecter une base de données choisie à l'IA. Côté utilisateur, on peut favoriser les petits modèles spécialisés, mais ceux-ci sont peu connus. Et on peut surtout travailler la qualité de son prompt. Donc on peut informer l'IA qu'elle peut indiquer son incertitude plutôt que d'inventer des informations. On évite les négations aussi dans la requête, le prompt. Et on essaye d'être précis et d'éviter les ambiguïtés ou les contresens. On peut aussi utiliser un détecteur d'hallucination comme CriticGPT qui a été développé récemment par OpenAI, qui repère 85% des erreurs de code générées par IA, contre seulement les humains détectent 25% des erreurs. Autre risque, certaines personnes empoisonnent les modèles, soit avec de logiciels comme Nightshade qu'on a vu tout à l'heure, soit en injectant de fausses données dans les bases de connaissances utilisées par l'IA, comme Wikipédia ou des avis clients, par exemple.
Certains utilisent également des techniques de prompt visant à détourner le cadre de modération de l'IA en jouant sur les tournures de phrases dans les requêtes pour générer du contenu malveillant que l'IA refuse habituellement de générer. À gauche, vous avez un utilisateur qui utilisait la technique de l'exploit de la grand-mère. Il a indiqué à l'IA que sa mamie décédée était chimiste et lui racontait comment fabriquer du napalm avant de dormir et qu'il aimerait bien que l'IA agisse comme sa grand-mère pour bien dormir cette nuit. Donc, comme c'est une demande qui paraît bienveillante, l'IA a donné la recette du napalm. Cette technique ne fonctionne plus, mais vous aurez toujours des gens assez inventifs pour créer des escroqueries, pirater des systèmes ou extraire des infos confidentielles avec les IA. Je vais passer maintenant la parole à Jérôme pour l'impact environnemental. Merci Fanny, bonjour à tous. Alors je vais vous présenter les impacts environnementaux en fait, de l'IA, parce qu'il y en a de plusieurs types. Alors, si tu veux bien la slide suivante. Merci. Alors, les impacts environnementaux des IA sont évidemment liés à leur consommation énergétique, qui est quand même très, très forte. Par exemple, le numérique consomme 10% des 30 000 TWh d'électricité qui ont été produits mondialement. Et d'après l'Agence internationale de l'énergie, les centres de données ont consommé 460 TWh dans le monde en 2022 et une projection à 2026 suggère que sur les 820 TWh d'énergie consommée, 90 seront utilisés par l'IA. Alors, on peut découper en deux parties cette consommation d'énergie des IA. Tout d'abord, l'entraînement de GPT-3 qui a consommé environ 10 gigawattheures. C'est la consommation de 6 000 ménages européens sur une année. La deuxième phase, c'est l'utilisation. Et ChatGPT consommerait l'énergie de 33 000 foyers, avec une estimation que pour chaque recherche effectuée par l'IA générative, on consomme 4 à 5 fois plus d'énergie qu'une recherche conventionnelle sur le web. La génération d'images maintenant, si on génère une seule image avec une IA, ça consomme autant d'énergie qu'une charge complète d'un smartphone, et produire 1 millier d'images avec un modèle puissant émettrait autant de dioxyde de carbone qu'un trajet de 6,5 km en voiture. Donc ce sont des valeurs qui vous montrent que c'est tout à fait non négligeable en termes de consommation énergétique à différentes phases, entraînement et utilisation des IA. Évidemment, quand on consomme de l'énergie, on va émettre du dioxyde de carbone ou des équivalents. Et les technologies de l'information et de communication représentent, on va dire, entre 1,5 et 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça représente 4 fois les émissions de la France. Les centres de données contribuent pour 0,1% des émissions de gaz à effet de serre. Et là-dessus, l'IA utilise correspond à un quart des émissions de ces derniers. C'est un chiffre qui, évidemment, peut varier à l'avenir avec une plus grande utilisation de l'IA. On note toutefois que c'est un chiffre qui masque un coût qui est difficile à évaluer, qui est la fabrication des composants et du matériel nécessaires aux IA, et qui représenterait autour de 80% de leur impact carbone. Là aussi, on va découper l'empreinte carbone en deux parties. L'entraînement tout d'abord. Pour GPT-3, ça aurait causé l'émission de 500 tonnes de CO2. Et pour les 12 modèles de code Llama, des émissions sont estimées à 230 tonnes de CO2 équivalent. C'est ce que vous voyez sur le graphe en haut à droite, où les émissions entraînées par l'entraînement de GPT-3 est comparé avec l'entraînement d'autres modèles, et avec des chiffres, par exemple, en moyenne pour la vie d'un Américain, on voit 18 tonnes de CO2, pour un être humain 5 tonnes de CO2, et pour un voyage entre New York et San Francisco, l'émission d'à peu près 1 tonne de CO2. Donc on a des émissions qui sont très importantes. Aussi pendant l'utilisation, il y a une étude récente qui a montré que GPT-3 émettait 25 fois plus de CO2 que son entraînement, et avec un logiciel d'analyse de cycle de vie, on a montré qu'une conversation avec GPT 3.5 Turbo émettait à peu près 2 grammes de CO2 par requête, contre plus de 10 fois plus pour GPT-4 et 15 à 50 grammes de CO2 par requête pour GPT-4o. Donc ça va représenter 1,5 à 2 mégatonnes de CO2 par an pour 100 millions d'utilisateurs quotidiens de GPT-4o. Et vous voyez sur le graphe en bas à droite que pour les émissions de Microsoft, il y avait un plan, donc une projection qui a été effectuée pour le plan climat arrivé à des émissions zéro net en 2030. Et vous voyez que les émissions réelles en noir sont en fait en train d'augmenter et sont maintenant à peu près 30% au-delà des projections. Donc il y a un vrai problème
d'émissions de carbone liées à l'utilisation et à l'entraînement des IA. Sur la slide suivante, vous voyez un deuxième impact environnemental qui est très important, c'est l'empreinte hydrique, c'est-à-dire finalement la consommation d'eau. Petit 1 par l'entraînement des IA, parce qu'on utilise des quantités considérables d'eau pour refroidir les serveurs, et aussi indirectement lors de la fabrication de composants électroniques qui sont nécessaires à leur fonctionnement. L'entraînement de GPT-3 a consommé 700 000 litres d'eau douce, pour citer un exemple. Et cela a des impacts évidemment sur la population et ça crée des tensions. Vous voyez l'exemple que je cite en dessous d'un procès qui a été intenté par la population de West Des Moines dans l'Iowa parce que le cluster de centres de données qui servait à entraîner GPT-4 à cette époque avait utilisé environ 6% de l'eau du district. Donc c'est une quantité qui est énorme et qui augmente considérablement dans les périodes d'entraînement des modèles. Vous voyez que pendant l'entraînement de Bard et Bing, Google et Microsoft ont augmenté leur consommation d'eau de 20 et 34% respectivement sur une année. Enfin, pour la phase d'utilisation, 50 requêtes à ChatGPT version 3 consommeraient entre 1,5 et 3 litres d'eau douce, ce qui, une projection amène donc à des prélèvements mondiaux d'eau pour l'IA qui atteindraient entre 4 et 6,5 milliards de mètres cubes en 2027. Ça représente 4 à 6 fois la consommation d'eau annuelle du Danemark. Donc là encore, c'est un chiffre assez colossal. Il y a d'autres impacts environnementaux qui existent, qui ont pour l'instant été assez peu explorés. On peut noter toutefois que le développement des IA va requérir de plus en plus de centres de données et de serveurs, ce qui va également requérir l'extraction de ressources, en particulier des métaux comme le silicium et les terres rares, pour fabriquer les composantes électroniques. Donc, une augmentation de l'extraction minière qui implique la déforestation de nombreux espaces et la perte de biodiversité qui en découle. Deux impacts qui prennent de plus en plus d'importance aux yeux du public. D'autre part, si on construit des centres de données, on va avoir une artificialisation des surfaces, ce qui a un impact sur les phénomènes naturels, dont, comme vous savez, la fréquence et l'intensité augmentent avec le changement climatique. Et on pourrait avoir de plus en plus d'inondations liées aux pluies diluviennes si on a une plus grande artificialisation des surfaces. Donc, comme je le disais, les impacts environnementaux autres ont pour l'instant pas été évalués quantitativement à ma connaissance. Alors, un point positif, c'est comment réduire les impacts environnementaux des IA, par exemple ceux qu'on a listés jusqu'à présent. Alors tout d'abord, il y a eu publication d'un référentiel général pour l'IA frugale qui a pour objectif de mesurer, d'une part, et de réduire, d'autre part, l'impact environnemental des IA. Ensuite, quelques axes pour la réduction de ces impacts seraient, premièrement, d'utiliser des outils d'IA spécialisés plutôt que des outils polyvalents, car ça réduit l'énergie nécessaire pour les entraîner et donc les émissions carbone qui sont liées. On peut aussi exploiter des logiciels libres pour trouver des modèles qui peuvent être pré-entraînés. Et enfin, on a une méthode dite de parallélisme maximal qui a été mise au point pour répartir les tâches ayant un fort besoin en capacité de calcul pour consommer au final moins d'énergie. Deuxième point d'amélioration, c'est de réduire la taille des jeux de données utilisés pour l'entraînement des modèles d'IA. C'est visiblement possible de les réduire d'un ordre de grandeur en ne perdant que 2 à 3% de précision sur les résultats. Ensuite, alimenter les centres de données en énergie renouvelable et aussi utiliser du matériel qui est énergétiquement plus efficace et plus récent sont des points clés pour diminuer la consommation d'énergie des centres de données. Ensuite, un axe qui est plutôt lié à la sobriété d'utilisation, qui est de limiter son utilisation de l'IA aux problèmes qui la requièrent réellement, car on a souvent des problématiques, dans l'exemple que je donne, ce sont des calculs mathématiques simples, qui peuvent être résolus avec des méthodes moins énergivores que d'utiliser une IA. Enfin, on peut noter l'existence de l'IA Carbon Mine, qui a été développée pour orienter les requêtes vers les centres de données alimentés en énergie bas carbone et qui permettrait de réduire les émissions et la consommation d'énergie des IA de 35% aujourd'hui et encore plus à l'avenir, et de limiter la hausse des émissions liées à l'utilisation de l'IA à l'horizon 2050, malgré une demande qui va considérablement augmenter. Enfin, ces IA sont un outil extrêmement puissant pour booster la recherche. Là aussi, on est dans, pas les pistes d'amélioration, mais dans le positif,
puisque les IA peuvent être utilisées d'une part pour rationaliser et diminuer l'impact environnemental de la production de biens et des procédés, et aussi favoriser notre adaptation au changement climatique en accélérant d'un côté, en réduisant les coûts énergétiques de la modélisation du climat et en la rendant plus précise. Il y a pas mal de cas d'utilisation de l'IA qui ont été identifiés pour aider la recherche scientifique, comme prédire des événements météorologiques extrêmes, consommer moins d'énergie dans les systèmes de refroidissement industriel, accélérer la recherche sur la fusion nucléaire, concevoir de nouveaux antibiotiques et prédire les canicules et gérer les incendies de forêt. Enfin, l'IA DeepMind de Google a permis de découvrir la structure de plus de 2 millions de nouveaux matériaux stables, dont un grand nombre qui échappaient à l'intuition humaine jusque-là, et également d'un système autonome qui les produit en laboratoire, qui est représenté sur la photographie à droite. Et ces matériaux trouvent leur application d'une part dans les matériaux en couche et d'autre part dans les électrolytes solides. Voilà, donc pour terminer ce webinaire, Fanny reprend la parole pour vous faire part des faits d'actualité avec des choses un peu plus positives peut-être par rapport à ce qui vient d'être montré. Tout à fait. Une étude menée par des économistes de l'Organisation internationale du travail remet un peu en perspective l'impact de l'IA sur l'emploi. Ils estiment que 427 millions d'emplois dans le monde pourraient être augmentés ou transformés à cause de l'IA ou grâce à elle, selon le point de vue. Cela représente 13% des emplois. Les emplois administratifs et de bureaux sont les plus menacés, avec 24% de leurs tâches hautement exposées à l'IA et 58% moyennement exposées. Dans leur étude, ils ont également constaté un impact différencié selon le genre. En effet, les femmes seront 2,5 fois plus touchées par l'automatisation que les hommes, car elles sont plus nombreuses dans ces positions administratives nécessitant moins de qualifications. À l'inverse, les domaines professionnels à forte présence masculine, comme la sécurité, les transports ou la construction, ont moins de risques d'être affectés. Il existe aussi des disparités entre pays riches et pauvres de par l'accès à ces technologies. Donc, dans les pays à faible revenu, 0,4% des métiers pourraient être remplacés par des bots, contre 6% dans les pays riches. Et 10,4% des professions sont concernées par une possible évolution dans les pays à faible revenu, contre 13% dans les pays riches, creusant ainsi les écarts de productivité. Cependant, l'impact global de l'IA sur l'emploi semble difficile à réellement estimer, puisque le Fonds monétaire international annonce quant à lui que l'IA aura un impact sur 60% des emplois des pays économiquement avancés. Mais globalement, ce qui en ressort, c'est quand même que l'IA transformera le travail plutôt que de détruire massivement des emplois. Mais pour ça, il faut quand même des mesures d'accompagnement pour éviter de creuser les inégalités. Apple, en retrait sur le sujet des IA génératives jusqu'ici, a enfin annoncé l'intégration des IA Apple Intelligence dans ses iPhones, MacBook et iPad. En partenariat avec OpenAI, vous trouverez donc un chatbot de type ChatGPT dans les applications Apple pour vous aider à rédiger des mails, synthétiser des discussions, etc. Le déploiement est prévu à l'international pour 2025 et il permettra d'enregistrer et faire la transcription des appels et générer des images. Siri va également recevoir une grosse mise à jour dans laquelle il sera doté d'une mémoire pour contextualiser les discussions et il aura la possibilité d'agir sur votre smartphone. Donc supprimer des mails par exemple, modifier des photos, résumer des articles, des choses comme ça. Apple indique que le traitement se fera principalement en local et que les tâches lourdes seront sur le cloud privé d'Apple pour garantir la sécurité des données. En mai, OpenAI a déployé son nouveau modèle GPT-4o. Pourquoi O? Parce qu'il est multimodal ou omni, c'est-à-dire qu'il prend en charge le texte, les images, les fichiers Excel, les vidéos et même le son. Il peut générer des objets 3D ou des effets sonores, par exemple. Il est 2 fois plus rapide que ses versions précédentes et il est gratuit pour un nombre limité de requêtes par jour. Si vous en voulez plus, il y a l'abonnement qui est toujours valable. Le GPT Store dont j'ai parlé dans un webinaire précédent est maintenant accessible à tous, donc vous pouvez retrouver tous les robots spécialisés dedans pour des tâches en particulier, même en version gratuite. Enfin, l'annonce la plus marquante correspond aux capacités vocales du modèle, avec une latence extrêmement courte, la détection des émotions et un ton adapté aux réponses. C'est assez réaliste. Cette fonction n'est pas encore disponible auprès du public, mais les démos sont bluffantes avec l'utilisation combinée de la voix et de la vision via la caméra du smartphone. Je vais vous montrer une petite démo.
On n'a pas le son, Fanny. Ah, zut. Je recommence. Tout à l'heure, ça Hop. marchait. Et là, Ouais. J'ai Juste pas le dû temps cocher de- la case. juste le temps de repartager et vous aurez le son, ce qui est quand même beaucoup mieux. C'est bon? Give me hints along the way. Ok. Je recommence. Got it. Oh. Okay, I see it. No, I didn't show you yet. Just give me help along the way. 1 second. Whoops, I got too excited. I'm ready when you are. So, ChatGPT, what equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, Let's work- exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides, and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Now, what do you get when you subtract 1 from both sides? Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? Spot on. Now you've isolated the term with x on one side, and it looks like 3x equal 3. What do you think we should do next to solve for x? I'm not sure. Can you give me another hint? Of course. You have 3x, and you want to find the value of x. Think about what operation would undo multiplication. Is it subtraction? Close, but think of the opposite of multiplication, because 3x means 3 times x. Okay, I think it's division. Let me try to divide both sides by 3, and let me see what I get. Bingo! Go ahead and divide both sides by 3. Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it, and x equals 1. Nicely done. How do you feel about solving linear equations now? Voilà. Donc c'est assez impressionnant pour tout ce qui est pédagogie. Can I help you? Hop. Alors, une autre annonce côté Microsoft, on a Copilot qui s'invite dans Windows 11. Donc Windows 11 a été conçu pour l'intégration de l'IA et donc c'est vraiment le système d'exploitation qui va fonctionner avec Copilot. Les fonctionnalités, c'est le classique réponse aux questions, aide à la recherche, suggestion de solutions, la génération de contenu créatif, etc. La nouveauté, par contre, c'est que Copilot peut surveiller, écouter et comprendre les activités de l'utilisateur en temps réel et répondre à ses questions. Ça va évidemment avoir un impact sur les performances puisque ça va consommer davantage de ressources du système et donc peut ralentir les performances globales du PC classique. C'est pourquoi Microsoft a lancé un partenariat avec plusieurs constructeurs d'ordinateurs pour lancer les PC Copilot Plus qui sont optimisés pour le fonctionnement de l'IA au niveau de la puissance du processeur. Ils annoncent des performances, ils annoncent qu'ils seraient jusqu'à 20 fois plus puissants et jusqu'à 100 fois plus efficaces pour exécuter les applications IA qu'un PC équivalent classique. Le côté obscur, c'est qu'il y a une collecte d'informations sur les utilisateurs et leurs activités qui peuvent être inquiétantes. Et il y a une préoccupation concernant le partage et l'utilisation de ces données. Ce qu'il y a également dans ce nouveau dans Windows 11, c'est qu'il y a la fonction recall. C'est-à-dire que le système prend des screenshots toutes les 5 secondes et les stocke localement et les analyse pour permettre une recherche via Copilot. Alors ça peut être utile, mais il y a quand même des problématiques de sécurité. Si votre ordinateur est piraté, le hacker pourra facilement avoir accès à tout ce que vous avez fait précédemment, y compris visualiser vos mots de passe et ce que vous avez supprimé sur les screenshots. La sortie de cette fonction est reportée suite aux polémiques et il n'y a pas de nouvelle date de déploiement pour le moment. Mais ça n'a pas été annulé en tout cas. Il y a également des fonctionnalités IA sur LinkedIn qui est réservé aux abonnés premium.
Vous avez la possibilité de faire des recherches d'emploi via un chatbot à partir de vos critères. Donc, il va pouvoir appliquer des filtres et faire une recherche efficace. Vous avez également des suggestions personnalisées pour les CV et la génération de lettres de motivation adaptables quand vous envoyez des emails, par exemple. Il peut vous proposer de rédiger une candidature spontanée. Vous avez également la rédaction automatique des sections à propos et titres du profil sur LinkedIn pour mieux sortir dans les algorithmes. Côté recrutement, vous avez Recruteur 2024 qui augmente le taux d'acceptation des emails de 40% et qui donne des réponses plus rapides puisqu'ils permettent de rédiger des messages personnalisés assistés par IA. Vous avez également le choix automatisé des filtres dans la recherche de candidats sur la plateforme. Il y a également Accelerate qui permet d'optimiser les campagnes marketing avec des coûts réduits et des résultats améliorés puisque c'est partiellement automatisé par IA. Et enfin, les pages d'entreprise premium peuvent avoir une rédaction automatique de leur post par IA avec des suggestions de contenu avec un style adapté. Vous avez également QTile, le laboratoire de recherche de GenAI à but non lucratif qui est français, qui a présenté la semaine dernière l'IA Moshi, qui est un modèle open source et qui est le premier prototype d'assistant vocal IA disponible pour le public. Ils ont devancé OpenAI qui a fait son annonce mais qui ne l'a pas rendu public pour l'instant. Cette IA a été développée par une équipe de 8 chercheurs en seulement 6 mois, donc c'est assez impressionnant. Et ses caractéristiques, c'est qu'il a une capacité à engager, poursuivre et clôturer une conversation. Il intègre des éléments paralinguistiques tels que les émotions, les tonalités et les accents. Il est donc capable de gérer 70 émotions et façons de parler. Et il peut interrompre ou parler en même temps que l'interlocuteur, ce qui est assez inédit et qui peut sembler dérangeant quand même au premier abord. Côté technologie, il traite des données multimodales. Il y a une latence extrêmement courte, de 200 millisecondes, qui est proche d'une conversation humaine, et il est capable de fonctionner en local, donc sur un MacBook Pro par exemple. L'objectif, c'est d'améliorer la communication homme-machine et de la rendre plus accessible, de rendre cette technologie plus accessible pour les personnes handicapées. Je vais vous lancer une petite démo. Hey, how's your day? Speak with a French accent and tell me a poem about Paris. Paris, the city of love, where time stands still, and hearts take flight. In the heart of Europe, it's in prime. The Seine River flows, a beautiful sight, as the lights twinkle and the stars glow clear. Okay, thank you, Moshe. That was Paris. Okay, that was great, very heartwarming. Maybe we can try something else. So now speak like a pirate and tell me everything about your adventures on the seven seas. In the folds of time, in the cobblestone streets, a tale of pirates and their bravery, a story of salty winds and the taste of freedom. Okay, I'm ready. Okay, Captain, maybe I have a few questions for you. You can help me with that? So what is the name of your ship? My ship is named the Black Flag. Okay. Homage to our pirate life. Okay. What's your name? My name is Captain Bob. Captain Bob. Yeah, exactly. What brings you to the pirate life? I don't know, just curious about it, like what does it have for me, to be a pirate? Is it a good life to lead? It's a wild ride, okay. matey. Okay, There's okay. freedom, danger, and adventure at every turn. Yeah, and so, okay, let's assume I become a pirate. So what will my days be made of? Well, I'd start with the training. Okay. Learning how to fight, sail, and understand the sea. Okay. And don't forget, pirates have their own code. One where loyalty and respect are everything. Yeah, that makes a lot of sense. Maybe we can try a last thing. So now speak with a whispering voice and tell me a mystery story. In the shadows of the underworld, where the cold winds whisper secrets, a tale of darkness and light. Okay. A ray of light, a sparkle of hope. Okay, let's try something. A little star that can't be hurt. Okay, can you tell me the plot of movie The Matrix? Of course.
The first movie was called Matrix, Okay. released in 1999. Wow. And it was about a guy named Neo who was living in a world where he discovered he was living in a simulation. Okay, that The sounds second great. Yeah, okay, I don't care about the rest. I don't care about the sequels, actually. Released in 2000, Okay. when Neo had to defeat the Donc voilà, elle écoute pas toujours très bien Ok. pour l'instant. Elle a tendance à continuer malgré le fait qu'on lui demande d'arrêter de parler. Voilà, Voilà donc pour juste pour conclure, avant de laisser la place aux questions, vous pouvez noter dans vos agendas de rentrée que nous ferons un prochain webinaire sur les IA génératives le mardi 24 septembre à 11h, de 11h à midi comme d'habitude, où on parlera des cas d'usage dans l'industrie et des cas d'usage aussi au CETIM. Donc ça sera un petit peu plus opérationnel et concret pour ce prochain webinaire. Voilà, merci à tous les intervenants.